Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Pour l'honneur, combien d'actes fous insensés ont été commis par nos ancêtres pour l'honneur? Je dis par nos ancêtres, car il semble que ce fameux honneur soit de moins en moins à l'ordre du jour par les temps qui courent. Toujours est-il que le dossier d'aujourd'hui s'ouvre chez nous, en France, il n'y a pas si longtemps. Mais il n'est en France, si l'on peut dire, que géographiquement. Par l'esprit, il se passe ailleurs, au milieu de gens pour qui l'honneur est encore une chose vivante. Mais comme tout ce qui vit, il porte avec lui ses contraintes et ses malheurs, ainsi que le prouve cette histoire. « 0h45. Nous sommes le 19 mars 1958. Une route battue par un vent glacé, un vent qui semble attiser un incendie. Cet incendie brûle dans le cœur de deux jeunes gens. Il n'y a pas si longtemps, cet incendie était celui de l'amour fou, de l'amour qui brave les contraintes ancestrales les plus sévères et les on-dit qui savent faire tant de mal. Oui, il n'y a pas si longtemps, cet incendie se nourrissait des flammes de l'amour et aujourd'hui, 19 mars 1958, c'est un feu peut-être encore plus brûlant qui couve dans le cœur des deux jeunes gens. C'est la haine. La haine farouche. La haine que rien n'arrête. La haine qui tue. Pour l'instant, le garçon et la fille ne sont que deux silhouettes fugitives sous une lune indifférente qui brille dans le ciel nettoyé par le vent. Dans quelques instants, des instants qui ne se comptent même plus en minutes, l'une de ces deux silhouettes va rouler sur les cailloux du chemin. L'un des deux, le jeune homme ou la jeune fille, l'un des deux va mourir. Celui des deux qui a décidé la mort voudrait-il à cet instant arrêter la machine, que cela ne serait pas non plus en son pouvoir et que la terrible décision s'accomplirait malgré tout. Ainsi en est-il lorsque la vendetta est en marche. Oui, c'est bien de vendetta qu'il s'agit. Elle s'appelle Vicenza Geraci. Il se nomme Giuseppe Tardanico. On l'appelle Giuseppino. Elle l'a toujours appelé Pino. Pino. Réfléchis encore. La jeune femme s'est arrêtée brusquement. Elle pose la main sur le bras de l'homme et lui tient la manche. Il ne la regarde même pas, la main fourrée dans la poche de sa veste. Il se dégage d'un mouvement d'épaule et reprend la marche. Vicenza le rattrape après quelques pas. Elle fixe avec ardeur ce profil qu'elle trouve toujours si beau et qui lui oppose l'indifférence d'un mur. Elle parle, en marchant à voix basse. « Pino, pense à l'enfant. Pense à l'enfant. » Toujours le profil indifférent. Toujours les pas rapides, qui ne laissent aucun répit. « Pino, j'ai prié. J'ai tellement prié, la Madone. Et maintenant, fais attention, Pino. » Les mâchoires de l'homme se sont serrées, et dans sa poche, sa main saisit le manche en corne d'un long couteau à cran d'arrêt. Les mâchoires sont tellement serrées que l'on pourrait entendre ses dents grincer à chaque parole de la petite dame brune qui trotte à ses côtés. Giuseppino a glissé l'ongle du pouce dans la petite rainure de la lame d'acier, et dans la poche, le grand couteau commence à s'ouvrir. Cette entrevue, cette marche pressée côte à côte dans la nuit, ne doit se terminer que dans le sang. Ainsi, on a décidé une loi implacable. Une loi qui n'est écrite nulle part, une loi aussi vieille que la mémoire des hommes, dont elle règle la vie et la mort, une loi de l'honneur. Et les deux silhouettes qui marchent pressées en pleine nuit, ce 19 mars 1958, ces deux silhouettes n'ont plus aucun moyen à cette minute d'échapper à la loi implacable. Celui des deux qui doit mourir, se mettrait-il à genoux ou s'enfuirait-il à l'autre bout du monde? Qu'il mourrait quand même. Oui, je vous l'ai dit, dans quelques secondes,
l'une des deux silhouettes va franchir les portes noires de la mort, cette nuit du 19 mars 1958, à 0h45. Pourtant, nous ne sommes pas en Sicile. Ce vent froid qui balaie la route a traversé les glaciers des Alpes. Nous sommes près de Poisat, rue Léon Jouot, à 3 km de Grenoble. Grenoble, oui, en France. Grenoble, où se joue le dernier acte de la vendetta. 15 mai 1934. Dans le petit village de Riesi, la famille Tardanico salue de quelques bouteilles de vin la naissance de Giuseppino, un garçon de plus. Le 10 septembre 1939, à Sommatino, le village voisin, à peu près autant de bouteilles du même vin chez les Geraci pour la venue au monde de Vicenza, une fille de plus. Entre les deux villages, on s'est battu et on se battra encore en se jurant une haine éternelle pour un bout de terrain pelé. Mais entre les deux villages, on se marie. Garçons et filles sont tous plus ou moins cousins. Et puis chaque jour, les enfants issus de ces mariages se retrouvent ensemble à l'école de la liberté et des grandes promenades dans les maquis, à l'école de la vie. On n'y apprend pas tellement à lire et à écrire, mais quand on en sort, on sait jouer des coudes, marcher pieds nus sur les cailloux, trouver de l'eau où il n'y en a pas et se contenter d'une tranche de blé dur et quelquefois c'est la fête d'un fromage de chèvre. Giuseppino, Giuseppino! La bande de gosses aux jambes fines tout en muscles est en pleine escalade. Petite silhouette agrippée à flanc de rocher comme des chamois. Giuseppino, où es-tu? Oh, je suis là. Je vous rejoins. Le gamin est en bas de la pente. Il agite le bras en sortant de l'ombre. Où était-il encore fourré, celui-là? Ben, il causait. Il causait avec la Vicenza Geraci. Ah, ah, ah. Vicenza et Pino sont fiancés, ils sont fiancés. Vicenza et Pino sont fiancés, Vicenza et Pino. Sous le soleil de Sicile, les enfants des deux villages jouent à se fiancer, ils jouent à la guerre, à la bataille, comme tous les enfants du monde. Mais plus sérieusement peut-être que chez nous. Ici, on ne joue pas aux gendarmes et aux voleurs, personne ne voudrait être le gendarme. Il y a des bandes, des clans, mais chacun est fier et libre, comme dans les histoires que l'on raconte dans les familles. Des histoires où le fil conducteur est toujours l'honneur, le motif toujours la vengeance, et la fin toujours la mort. Et puis on grandit. La guerre passe, mais ici on est déjà tellement pauvre que même la guerre ne peut pas apporter les privations dont on souffre ailleurs. On grandit et on oublie les fiançailles d'enfants dans le maquis. Les belles histoires d'honneur et de mort s'estompent et n'intéressent plus que les très vieux ou les très jeunes. On n'est plus préoccupé que par une chose, le travail. Le travail qu'il faut trouver. Et c'est déjà tout un travail que d'en chercher. Les plus âgés, ceux qui ont de la chance ou du courage, s'en vont vers les pays riches, vers la France. Antoinette, la sœur de Giuseppino, a épousé l'aîné de la famille Sambito, le gars Damiano, du village d'à côté. Giuseppino rêve quand arrivent les lettres d'Antoinette. Grenoble, Poisat, le lieu-dit des Marais où habite sa sœur. Tous ces noms étrangers lui font envie, tout comme nous font envie les noms des villages de Sicile. Chère famille, ici, tout va de mieux en mieux. Nous avons acheté une radio. Nous parlons bien français. Nous avons retrouvé dans la région beaucoup de compatriotes. Embrassez bien Giuseppino. Et dites-lui que nous regrettons bien de ne pas l'avoir près de nous, car, avec son métier de maçon qu'il a appris, il pourrait facilement trouver du travail lui aussi. Giuseppino, eh bien, le voici qui débarque à Poisat avec sa valise de carton, sans un sou en poche, car il a tout dépensé pour le voyage, mais avec 2 mains bien solides et toute l'énergie de la jeunesse. Sa sœur Antoinette est folle de joie. Son beau-frère Damiano lui trouve aussitôt du travail. Bien entendu, Pino, tu habites chez nous. Nous avions déjà préparé un lit pour toi. Et Giuseppino travaille, avec la joie de travailler, et chaque soir, il rentre chez sa sœur et son beau-frère. Oh, il ne dépense guère. Aussi arrive-t-il à faire ce qu'il croyait impossible en ce bas monde, des économies. Et puis, après des mois et des mois de travail, il se rend compte qu'il va pouvoir faire comme les Français une chose impensable, prendre des vacances. Des vacances. Est-ce que l'on pouvait croire qu'une chose pareille existe? Et pourtant le voici prêt à partir, avec une valise neuve, une chemise neuve. Tout naturellement, il retourne au pays. Il dit au revoir aux amis, et notamment à Filippo Geraci, qui s'est installé dans le voisinage après avoir épousé la sœur de Damiano. Adieu, Giuseppino, sacré vénard. Tiens, puisque tu retournes là-bas, passe un message pour moi.
Si tu vois ma sœur, dis-lui que je l'aime bien et que je pense à elle. »« Ta sœur, Filippo ?»« Eh oui, ma sœur. La Vicenza Gheracci. Oh oui. » Hey, Giuseppino retourne au pays. Giuseppino n'oubliera pas le message. Il va la revoir, la Vicenza. Et cela va être le début d'un court bonheur et d'un long malheur. C'est le bal du plein été, entre les 4 arbres de la place du village. On a tendu des fils avec des petits drapeaux, quelques lampions. Giuseppino a mis la belle chemise de France. Il y a là toute la jeunesse des villages de Riesi et Sommatino. Giuseppino cherche la Vicenza pour lui passer le message d'affection de son frère qui est installé à Grenoble. La Vicenza? Mais c'est elle, là-bas, près des musiciens. Jésus, c'est cette jolie fille. Hé, je ne l'aurais jamais reconnue. Je me souviens d'une gamine, à peine grande comme ça. Eh, c'est qu'elle a vieilli, elle aussi. Elle a eu ses 16 ans. Elle va vers les 17. Et Giuseppino retrouve Vicenza. Il lui passe le message de son frère. Et Vicenza voit devant elle un grand gars si beau dans sa chemise de France, un grand gars avec un profil de prince, enfin. Comme elle imagine les princes des histoires de princes. Et Vicenza danse avec Pino. Et ils se reverront le lendemain et le lendemain encore. Et puis, voici très proche la fin des vacances. À la table installée derrière la ferme des Gheracci, il y a 2 hommes face à face. Les femmes ont débarrassé les restes du repas exceptionnel et elles se sont retirées. Elles se sont retirées, y compris Vicenza, et pourtant c'est d'elle que l'on parle, de son avenir, de toute sa vie. Les 2 hommes face à face, c'est le père de Vicenza et Giuseppino. On parle fiançailles et mariage. Ce sont des décisions qui se prennent sans la fiancée. On parle de la dot. 50 000 livres. Pourtant, le père, ancien mineur dans les mines de soufre, rongé par la maladie, ne peut même plus subvenir aux besoins de la famille. Cela fait déjà plusieurs années que Vicenza est employée comme servante dans des familles bourgeoises. Giuseppino et Vicenza sont amoureux. Cela devrait suffire, mais pourtant, le père promet la dot. C'est un point d'honneur. Avant la fin des vacances, avant le retour de Pino vers la France et le travail, les fiançailles sont célébrées. Pino rentre à Poisa, il porte en lui une provision de soleil du pays et sur lui, autour du cou, une chaîne avec une petite croix d'or pour lui rappeler le serment qu'il a échangé avec Vicenza. Entre la France et la Sicile, entre Poisa et Sommatino, on s'écrit. On s'écrit des lettres officielles avec des formules d'amour à la fois indispensables et raisonnables, car les lettres sont lues par les parents. Ah oui. Alors il faut bien qu'il y ait des mots d'amour puisque l'on est fiancé, mais il faut aussi rester dans les limites du respect et de l'honneur. Un jour, c'est le choc. Le père de Vicenza, trop malade, trop pauvre, ne pourra pas payer la dot. Alors la famille décide que les fiançailles sont rompues. L'honneur le commande. Mais Vicenza a donné son cœur à Giuseppino. Elle continue malgré tout à se considérer comme sa future femme. Mais elle continue aussi à lui écrire clandestinement. Et après ce que Pino a juré, elle pense, elle est sûre qu'il continue à songer à elle de la même manière. Mais ses lettres à lui s'espacent et finissent par ne plus arriver. C'est que Giuseppino change. Il change au grand étonnement de tous. Voyez-vous, chers amis, il faut bien imaginer dans quel cadre se passe la vie de ces exilés. Si vous pensez un seul instant qu'ils sont seuls, isolés, ou en petite cellule au sein d'un monde étranger, vous vous trompez. Dans le Dauphiné, il y a une vraie colonie italienne, 60 000 personnes environ. Chaque année, 2 à 3 000 émigrants viennent s'y ajouter, et tout naturellement, ils se regroupent pour habiter dans les mêmes quartiers où bientôt fleurissent les pizzerias, et l'on a tôt fait de lancer les cordes à linge de fenêtre en fenêtre en travers de la rue, où l'on préfère crier fort pour se dire quelque chose plutôt que de monter les étages. On retrouve sa langue, ses histoires, sa nourriture, ses traditions. Et personne ne fait rien pour y échapper, bien au contraire. Personne? Sauf Giuseppino. Giuseppino a conscience que s'il reste dans cette atmosphère, il ne sera pas véritablement sorti de tout ce qu'il cherchait à fuir en quittant la Sicile. Alors il s'éloigne, il sort beaucoup. Il fraternise presque uniquement avec des Français, et surtout des Françaises.
Oh oui, les Françaises, si différentes, qui aiment tant rire, qui sont tellement plus libres que les Siciliennes vêtues de noir. Or, en voici une Sicilienne brune, discrète, qui débarque à Grenoble le 22 août 1957. C'est Vincenza. Elle a tout quitté, son village, sa famille, car elle n'en pouvait plus d'être loin de son fiancé. Dans la maison de Poisat, il y a Antoinette et Damiano. Il y a leurs 6 enfants. Tout le monde en costume du dimanche. Et Pino? Où est Giuseppino? C'est la première question de Vincenza quand elle franchit le seuil. Pino? Mais il est sorti. Et comme tous les dimanches. Sorti avec ses amis. Le soir, il est là. On les laisse seuls. Ils ont sûrement des choses à se dire. Mais elle ne peut dire qu'une chose. Tu vois, j'ai tout laissé, tout bravé pour venir te rejoindre. Est-ce que tu m'aimes encore? Et lui, qu'est-ce qu'il peut répondre dans une telle situation? Il répond que oui, qu'il l'aime encore, qu'il l'aimera toujours. Il a tort. Certainement, il a tort. Mais peut-il faire autrement avec toute la famille qu'il sent attendant derrière la porte? Et puis, Vincenza est bien jolie. 3 jours plus tard, il devient évident qu'ils ont besoin d'une chambre pour eux. Alors le beau-frère Damiano aménage le garage avec un clin d'œil à sa femme Antoinette. Si les choses en sont là, laissons-les faire. Ils ne tarderont pas à se marier puisqu'ils sont fiancés, puisque Pino a juré fidélité. Mais Pino n'en est plus là. Pino voudrait autre chose maintenant qu'il connaît ce coin de France. Il sait qu'avec son métier, il peut travailler n'importe où. Il sent qu'il pourrait éclater, se libérer enfin de la famille, des traditions. Il y était presque. Et le voilà maintenant avec une femme sur les bras et tous les regards du clan fixés sur lui. Ils se sont de plus en plus coincés. Surtout le jour où Vincenza lui annonce qu'elle attend un enfant. Et le voilà Pino qui tourne en rond dans le garage aménagé qui est leur maison. Le voilà qui parle de moins en moins, qui semble, pour un oui, pour un non, pris d'une rage froide, un rien l'énerve. Ah, ils sont loin les serments d'amoureux, après le bal du petit village sicilien. Voici bientôt les disputes dont l'écho de plus en plus fréquent parvient aux oreilles de la famille, des amis. Plus personne dans le clan n'ignore l'état des choses et le moindre déjeuner le dimanche, la moindre soirée, non plus qu'un sujet de conversation. Alors quand, Pino? Quand mènes-tu Vincenza chez le maire? Et Giuseppino, pris sous le feu roulant des questions, Giuseppino tergiverse de plus en plus enragé, il essaie de gagner du temps. Bientôt, mais oui, très bientôt. Alors pourquoi pas tout de suite? Mais il y a les papiers. Vous comprenez les papiers? Nous sommes étrangers tous les deux, on se marie pas comme ça, il faut des papiers, beaucoup de papiers, qui sont pas encore arrivés. Ah, les papiers. Il a trouvé cette maigre excuse. La famille et les amis pourtant, qui n'y connaissent pas grand-chose, y croient à cette histoire de papiers. Ah, c'est vrai qu'il faut des papiers pour tout quand on est étranger. Voilà un peu de temps de gagner. Mais combien? Bientôt les discussions reprennent, qui se transforment cette fois en bagarre. Le ton monte, on s'empoigne avec rage, en dessus des tables renversées. On ressort le vieux mot sacré, l'honneur. L'honneur de la famille, l'honneur de la parole donnée. Le bruit de cette situation est remonté jusqu'au pays. Cela ne peut plus durer. Pino doit épouser Vincenza avant que l'enfant naisse. Oui. On a ressorti le vieux mot sacré. Et avec lui sont apparus les couteaux, les longs couteaux à cran d'arrêt. Voici l'ami Piliteri du village de Vincenza. L'ami Piliteri crache au visage de Pino en le traitant de parjure. Et comme Pino se détourne, l'ami Piliteri lui plonge son couteau dans le ventre. Au retour de l'hôpital, Pino va trouver Vincenza et pleurer, Vincenza en larmes, car c'est à cause d'elle que tout cela est arrivé. Elle l'aime toujours. Elle n'envisage d'autre solution que d'unir sa vie à celle de cet homme. Mais les mois passent. La blessure est guérie, et Pino est de plus en plus froid, de plus en plus lointain. Maintenant, Vincenza a compris. Pino ne l'épousera jamais. Elle va trouver son frère Filippo. J'ai compris, tu sais. À cause de moi, ton honneur et celui de toute la famille est menacé. Trouve-moi une arme. Je ferai ce qu'il faut. Oh, pas une seconde, Filippo n'essaie de dissuader sa sœur. Elle est dans la droite ligne de la tradition des femmes de son pays. Il connaît un brocanteur nord-africain qui lui procure sans difficulté un vieux revolver d'ordonnance calibre 11 mm. Vincenza fourre le revolver chargé dans son sac. Si je vois Pino, je le tue. Nous sommes le mardi 18 mars.
Elle le voit, Pino. Elle a le revolver sur elle. Mais elle ne tire pas. Elle l'a retrouvé dans le café au coin de la rue chez Maria Bianca à l'enseigne du bon vin. Elle ne tire pas. Elle ne tire pas parce que Pino vient près d'elle avec un sourire. Le sourire qu'elle lui connaissait dans les jours passés. « Vincenza, les papiers sont en règle, tu vois? Je ne t'ai pas menti. Demain, nous irons faire les démarches. » Et le lendemain, mercredi 19 mars 1958, Vincenza et Pino, accompagnés du frère de la fiancée, vont à la mairie et à la clinique pour les certificats prénuptiaux. Le mariage se fera très vite, le jeudi 27 mars. Le soir, chez Filippo, c'est une double fête. La Saint-Joseph, jour de liesse traditionnel, et le mariage prochain de la sœur. Tout le monde est gai, tout le monde chante, sauf Vincenza. Bientôt, au bout de la table, on entend des éclats de voix, et l'on s'aperçoit qu'une dispute, une de plus, oppose les futurs mariés. Pino est exaspéré. « Mais ce n'est pas parce que j'ai les papiers que je t'épouserai. »« Qu'est-ce qu'il dit ?»« Mais calme-toi, Pino, fait Filippo qui essaie d'adoucir les choses. » Alors Vincenza éclate à son tour et révèle ce qu'elle sait. Pino s'est fait engager sur un chantier à 40 km et il compte se sauver demain matin. « Tenez, vous voulez une preuve? La voilà la preuve !» Et Vincenza arrache de la poche de Pino sa carte de travail avec l'adresse du nouveau chantier. Le silence est retombé soudain. Pino s'est redressé, gifle Vincenza à toute volée et sort. Mais derrière lui, Pino a laissé un tribunal de famille. Et c'est Vincenza qui prononce la sentence. Un peu plus tard, tout le monde retrouve Pino au café au bon vin, tout semble oublié, on joue aux cartes. Et l'on va boire encore quelques verres chez Salvatore Amato. Il est 00h30 lorsqu'on se sépare. À 00h45, nous retrouvons les deux silhouettes qui marchent à pas pressés sur la route de Poisa. C'est la scène que je vous ai décrite au début de cette histoire. Vincenza essaie une dernière fois de parler, mais elle ne rencontre que le profil buté de l'homme qu'elle aime. Et voici Pino qui sent la rage monter en lui. Pino qui commence à ouvrir dans sa poche le long couteau à cran d'arrêt. Maintenant, quelqu'un doit mourir. Alors, Vincenza se retourne, fait un signe, et 4 silhouettes sortent de l'ombre. Il y a là Filippo, le frère de la fiancée bafouée, Salvatore Amato et les frères Sambito. Ils ont suivi le couple en silence. Pino se retourne. « Vous m'avez suivi il y a 4. Vous ne me faites pas peur. Je vais vous faire manger la terre. » Les 4 silhouettes se rapprochent. À la dernière seconde, Vincenza essaie de s'interposer. Quelqu'un la bouscule. Elle tombe dans le fossé où elle s'entaille profondément la main sur un tesson de bouteille. Pendant qu'elle sent monter en elle la douleur, elle voit Domenico Sambito tirer de sa poche le vieux revolver 11 mm qu'elle lui a donné après la réunion du tribunal de famille. Salvatore Amato brandit un 8 mm tout aussi vieux mais tout aussi efficace. 5 coups de feu claquent à bout portant. Giuseppe Tardanico, Pino, qui a manqué à sa parole. Pino est mort. Un an plus tard, une jeune femme brune sort un peu éblouie du palais de justice. Vincenza a été condamné à 3 ans de prison avec sursis et les 2 meurtriers à 5 ans ferme. Un verdict qui laisserait penser que les jurés ont compris ce que représente la loi de l'honneur pour les Siciliens. Vincenza marche vers le quartier italien où des centaines de personnes l'attendent. Dans ses bras, elle porte un petit garçon de quelques mois. Un petit garçon né en prison. Un petit garçon qu'elle a appelé Giuseppino. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio.
Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Direction artistique, Xavier Joly. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Pendant un an, de mai 1885 à mai 1886, les plus éminents psychiatres vont se presser au chevet de Madame Émilie Lombardi, internée à l'hôpital Saint-Antoine de Genève. Pendant un an, ces sommités de la médecine et de la psychiatrie vont tenter de répondre à une seule question. Madame Lombardi est-elle folle, oui ou non? Et plus précisément, était-elle folle dans la nuit du 1er au 2 mai 1885, où jouissait-elle, comme on dit, de toutes ses facultés mentales? Pour établir un diagnostic, psychiatres et médecins vont multiplier les interrogatoires et les examens de toutes sortes. On note les réflexes de Madame Lombardi. On mesure sa sensibilité à la température, ses réactions à la douleur. On prend les dimensions de son crâne. On examine attentivement ses pupilles. On ira même jusqu'à faire des recherches sur son hérédité. Une minutieuse enquête du docteur Koss, professeur de médecine légale à l'université, portera sur 212 personnes ascendant direct de la famille de Madame Lombardi. Des commissions d'experts sont nommées. Des mémoires contradictoires paraissent. On en comptera 8 en tout. Mais les psychiatres n'arriveront pas à se mettre d'accord. Du fond de son lit, Madame Lombardi remarque à peine toute cette attention dont elle est l'objet. Elle répond aux questions. Elle se prête d'assez bonne grâce aux examens. Mais visiblement, elle est ailleurs, très loin, dans son passé. Elle revoit son enfance, ses 2 mariages, et puis cette fameuse nuit du 1er au 2 mai 1885. Les premiers souvenirs qui se pressent dans la mémoire de Madame Lombardi, alors qu'elle est allongée sur son lit d'hôpital, sont des souvenirs d'enfance. Une enfance difficile. Elle a 7 ans à la mort de sa mère. Je vois encore cette affreuse journée. Je vois mon père, mes grands-mères, toutes ces femmes désespérées. Triste souvenir. Je ne me souviens d'aucune caresse maternelle, encore moins de caresse paternelle, car mon père a fait ce que font tous les hommes seuls. Il s'est mis à fréquenter la bouteille. À 7 ans déjà, on comprend que l'on est abandonné. Émilie, la future Madame Lombardi, est élevée par sa grand-mère. Les fils de celle-ci la maltraitent. Alors elle vient travailler à Genève, où elle passe son adolescence. Elle trouve une place chez un oncle qui la paie peu, mais la bat souvent. Elle s'en va. Elle trouve d'autres places, travaille comme domestique. Elle a à peine 20 ans quand elle fait la connaissance de Balédier, son premier mari. Il est beaucoup plus âgé qu'elle. Veuf, il a déjà 2 enfants. C'est un mariage de raison. Elle l'épouse parce que de tous les hommes qu'elle a connus, c'est le seul qui ne la bat pas. En plus, il est sobre. Ce sera une vie à 2, sans drame, mais sans passion. En 1875, Balédier meurt, Émilie se retrouve seule, elle a 22 ans. Un an plus tard, en 1876, elle fait la connaissance de Joseph Lombardi. Et là, c'est le coup de foudre. Il est grand, énergique, bien de sa personne, c'est un tailleur, il a un magasin dans le Vieux Genève, rue de Coutances, et le mariage est célébré le 27 janvier
1877. Un long voyage de noces à Paris, une lune de miel sans nuages. Pour la première fois de sa vie, Émilie est heureuse. En mars, elle s'aperçoit qu'elle est enceinte. Son bonheur ne connaît plus de bornes, d'autant qu'elle croit lire dans les yeux de son époux une joie égale à la sienne qui l'aide à supporter les nombreuses petites souffrances de la grossesse. Mais cette entente idyllique entre les deux époux ne va pas durer très longtemps. Oh, ce sont d'abord des petits incidents, des disputes banales qui émaillent le quotidien. Mais tout cela dégénère, car la véritable nature de Joseph Lombardi se révèle au fil des semaines. C'est un violent, un brutal. Pour un rien, il frappe, surtout quand il a bu. Et c'est qu'il boit beaucoup, le Lombardi. Alors, pour un rien, les soufflets, les gifles, les coups s'abattent sur la pauvre Émilie. De plus, la mère de Lombardi, la belle-mère donc d'Émilie, suit de très très près les affaires du ménage. Et elle prend en toutes circonstances le parti de son fils, bien sûr. Elle a difficilement accepté ce mariage avec une fille du peuple qui n'apportait pas un centime dans sa dot. Alors maintenant que le mariage est fait, elle se venge. Elle jette de l'huile sur le feu. Elle excite encore davantage la colère de son fils. Le 11 janvier 1878, Madame Lombardi met au monde un fils. Le souhait de toute la famille. En ces jours de fête, le bonheur semble à nouveau régner dans la maison de la rue de Coutances. Mais il dure peu. Les conflits reprennent. La belle-mère veut confier l'enfant à une nourrice. Émilie veut le nourrir elle-même. Elle a gain de cause. Je voulais, avec mon fils, ramener la brebis qui s'égare, dira-t-elle plus tard. La brebis, c'est bien sûr le mari. Mais le mari, la bouteille le gagne lui aussi. Il passe toutes ses soirées au café. Mon Dieu, patience, tout cela va changer, se dit Madame Lombardi. En août 1878, elle est de nouveau enceinte. Nouvelle dispute avec la belle-mère qui vient lui faire des remontrances. Enfin, c'est stupide. Vous allez vous ruiner la santé et vous ruiner tout court. La jeune femme répond, quand j'en aurai fait 10 comme vous, je m'arrêterai. Le mari, furieux de cette réponse, lui fait une scène, la gifle. Le 12 avril, c'est le samedi de Pâques. Nouvelle scène, nouvelle violence. Il lui donne des coups de pied dans le dos et dans le ventre. Elle souffre quelques heures, comme pour mettre un enfant au monde, dit-elle. Le 23 avril, elle donne naissance à un fils. Les scènes de brutalité continuent. On dit que l'amour est aveugle, écrira plus tard Madame Lombardi. Il y avait devant mes yeux un voile qui m'empêchait de voir que cet homme était une bête féroce. Non, je ne voyais rien. Mais peu à peu, les yeux de Madame Lombardi vont s'ouvrir. Et, malheureusement, les occasions ne vont pas manquer. En septembre de la même année, elle trouve, en fouillant dans un tiroir, un acte de vente signé par son mari. Il concerne le magasin qui appartient aux parents de Lombardi et que les jeunes époux ont décidé de racheter. Elle s'aperçoit avec stupeur que le prix de vente est supérieur de 15 000 francs suisses à la somme convenue et que son mari a signé sans même lui en parler. Je ne voulais pas lui faire le soir même des observations, mais je me sentais des frissons dans tout le corps. Le lendemain, elle tombe malade. Elle se plaint à sa belle-mère. « Vous profitez de votre position pour influencer mon mari et pour nous soutirer de l'argent, avouez-le. » Le mari entre dans la chambre. Il revient du café un peu éméché. Sa mère. « Dis donc, tu donnes tes clés à ta femme quand tu t'en vas, bougon d'imbécile. Et alors c'est comme ça que tu te laisses mener. Elle a osé me faire une scène, ta petite femme. » Elle en dit tant et tant que le mari s'approche d'Émilie avec à la main ces immenses ciseaux de tailleur. « Je vais t'ouvrir le ventre. »« Mais oui, vas-y, elle le mérite !» hurle la belle-mère. J'avais mon petit que je nourrissais sur mes genoux. Quand je l'ai vu approcher avec ses ciseaux, j'ai été prise de frissons. J'ai posé mon petit par terre, j'ai pris mon banc que j'avais sous les pieds et je l'ai lancé à la figure de mon mari. Et puis je me suis pendu à ses cheveux comme une bête féroce. Je ne me reconnaissais plus. Il a cru sans doute que j'avais un accès nerveux car il ne m'a pas donné de coups. Sa mère lui disait « T'es trop bon, si j'étais à ta place, je lui couperais les reins en deux. » Moi j'ai repris mon petit et je suis monté à l'appartement. Ce genre de scène se reproduit de plus en plus souvent. Dans la famille, Madame Lombardi n'a qu'un allié,
le père de son mari. Jusqu'à présent, il l'a toujours défendu. « Tu bois trop, dit-il à son fils. Tu as de beaux enfants, tu as une femme qui t'aime, elle fait bien marcher le commerce. Tu devrais rester chez toi plus souvent, ta femme te gâte, et tu ne t'en rends même pas compte. » Malheureusement, le vieux Lombardi ne fait que de rares apparitions au magasin et ses conseils resteront sans effet. Madame Lombardi tombe malade, une grande fièvre, elle délire. Elle a des accès de folie. C'est en tout cas ce que lui diront son mari et sa belle-mère. « Vous êtes folle. Le docteur a dit que vous étiez folle. Un jour, il faudra vous interner. » À peine guéri, les scènes de violence reprennent. Le fils aîné, le petit Pierre, prend des coups lui aussi, et si violent qu'il tombe malade. On le place tout l'été en pension chez une tante. Le 21 septembre 1880, Madame Lombardi accouche d'une fille, Joséphine. Nouvelle grossesse en 1881, naissance d'un garçon, Eugène. La famille s'agrandit, mais les rêves de bonheur s'éloignent de plus en plus. Le 10 avril 1882, un certain Dimier est jugé et condamné à Genève. Il avait tué sa femme d'un coup de revolver. Les journaux parlent abondamment de l'affaire. Quelques jours plus tard, Joseph Lombardi rentre chez lui, furieux comme d'habitude. Il appelle sa femme. Devant elle, il verse un cornet de munitions dans un revolver qu'il fait tourner dans ses mains. « Regarde, tu vois ? Je le charge. C'est pour faire le dimier. » La pauvre Madame Lombardi est paralysée d'épouvante. Je ne savais que faire. J'étais en train de donner le sein à mon petit Eugène. Je me suis senti des frissons des cheveux jusqu'au-dessous des pieds. J'étais blotti sur ma chaise comme une hébétée. Il s'avança. J'allais, je crois, m'évanouir. Les scènes de revolver, comme on les appellera, durent plusieurs jours, pendant lesquels Madame Lombardi, plus morte que vive, n'ose plus venir coucher à la maison. Une voisine intervient. Lombardi promet qu'il ne tuera pas sa femme. Mais les menaces, les injures et les coups continuent. J'ai à peine le temps de descendre l'escalier, mon petit Eugène dans les bras, qu'il me place le revolver sous le menton. Ah, les ciseaux ne t'épouvantent pas, les coups ne te font rien. Eh bien au moins il faut ça pour te faire marcher ou crever. En 1883, Lombardi parle de divorcer. Elle lui répond qu'elle y est disposée quand il le voudra. Mais attention, je suis la mère et je veux les 4 enfants. Alors on en reste là. En mars 1884, elle découvre que son mari entretient une maîtresse. Il lui écrit des lettres en cachette. Au mois de juin, comme chaque année, il y a un bal sur la place Grenu. Émilie veut danser. Son mari la chasse à la maison. Elle redescend bien vite, et elle le voit danser avec Adèle B., sa maîtresse. Quelques jours plus tard, à bout de nerfs, épuisée, découragée, elle se rend chez son beau-père pour lui demander aide et protection. Et c'est un échec. C'est pire qu'un échec. Car le vieux Lombardi ne l'écoute pas. Sans qu'on sache pourquoi, il a pris le parti de son fils. Et il bat Émilie lui aussi. C'est plus que la jeune femme n'en peut supporter. Quelques jours après, elle fait une fausse couche, dans d'affreuses souffrances. Je n'ai jamais su avec quoi il avait pu me battre. Car j'avais été battu pendant toutes mes grossesses. Mais ça ne m'avait jamais mise dans un état pareil. Pendant que sa femme est au lit, malade, le mari néglige son commerce. Il ne pense qu'à courir au rendez-vous que lui donne sa maîtresse. Dans le magasin, les traites s'accumulent et ne se paient pas. On ne trouve le patron nulle part quand il y a un client à servir. C'est encore Madame Lombardi qui doit se lever et s'occuper des clients, ce qui provoque une hémorragie 8 jours après sa fausse couche. Le médecin l'envoie à la campagne pour se remettre. Elle revient au mois d'août. Elle va immédiatement chez sa rivale et se fait rendre les cadeaux et les lettres que Lombardi lui avait envoyés. Quand elle rentre chez elle, elle trouve son mari effondré, qui pleure à chaudes larmes. Pardonne-moi, je t'en supplie. C'est elle qui est une coquine. Mais les jours suivants, Madame Lombardi s'aperçoit que les lettres et les rendez-vous continuent. Le 27 janvier, c'est l'anniversaire de leur mariage. Le soir, il lit son journal. Elle lui demande en plaisantant ce qu'il va lui offrir. Elle essaie de l'embrasser. Lombardi la repousse et sèchement
Oh, il y en a d'autres qui se sont mariés depuis nous. D'autres. Lombardi pense sûrement au mariage d'Adèle B., sa maîtresse. Ce mariage le rend encore plus violent. Il ne se contente plus de battre le petit Pierre, ni de l'insulter quand il revient de l'école en le traitant de bon à rien. Maintenant, il bat indistinctement sa femme et ses 4 enfants. En face de ces persécutions quotidiennes, Madame Lombardi va de plus en plus mal. Elle souffre d'atroces migraines. Une douleur si violente qu'elle ne peut plus porter de chapeau, avec parfois la sensation d'une boule qui la serre au cou et qui l'étouffe. Mais quand elle se plaint, il la traite de folle et menace de la faire interner. Et dans cette famille qui va à la dérive, le chagrin, la mélancolie de Madame Lombardi gagnent du terrain jour après jour. Elle dit « J'ai commencé à prendre du noir avec une telle rapidité. C'était comme une brûlure sur laquelle on verse du vinaigre et du sel. » Depuis le mois de février, nous sommes en 1885, Madame Lombardi ne travaille pratiquement plus. Moi qui gagnais auparavant 70 francs par mois, en cousant pour le magasin, je ne peux plus toucher une aiguille. Je parviens à peine en me forçant à recoudre par-ci par-là un bouton aux habits de mes enfants. Chaque fois que je suis seul, un moment, je pleure. J'ai de l'ennui, un noir affreux. Je ne peux plus tenir en place. Je sors souvent sur le trottoir. Je me promène sans but devant le magasin. On a dû le remarquer. La nuit, je fais des cauchemars. Je rêve que je suis morte. Ces idées de mort, elles reviennent de plus en plus souvent. Le jour aussi, après chaque scène de violence. Comme tous les matins, j'essuyais l'extérieur et l'intérieur du magasin dans des réflexions impossibles. La mort. À tout prix, la mort. Je pris une caisse pour l'épousseter. Et puis, derrière cette caisse, je vise une corde. J'attire cette corde à moi. Ah, voilà le bonheur pour ton mari. Tu l'embarrasses. Les enfants embarrassent parce qu'ils coûtent trop cher. Alors ce soir, tu vas sur Saint-Jean. Tu les attaches tous les 4, avec toi au milieu. Tu t'enfonces dans le Rhône comme une vraie reine d'abeilles avec son rucher. À ce moment-là, les enfants descendirent l'escalier. Je les serrais contre moi. J'avais honte de ce que je venais de me dire. Lombardi s'enivre maintenant à tel point qu'il faut le coucher chaque jour à midi. Et nous arrivons à la journée fatidique du vendredi 1er mai 1885. Dès le matin, le mari va au café, il rentre pour faire des scènes aux enfants et à sa femme. Il donne un soufflet au petit Pierre, il tempête, il récrimine sur les dépenses. Il fait le compte de tout ce que coûtent les enfants, ce qu'ils boivent, ce qu'ils mangent, ce qu'ils usent. L'après-midi, il continue. Il se plaint d'être seul pour entretenir un pareil ménage. Madame Lombardi se sent prise de maux de cœur. Le soir, épuisée, elle s'assied au fond du magasin et pleure abondamment. J'étais là, souffrante. Je me disais que vraiment, moi et les enfants, nous embarrassions mon mari. Elle soupe avec ses enfants, et puis elle les couche. Nouvelle dispute avec le mari, qui repart au café. Elle reste seule. Elle va et vient dans le magasin désert. J'ai pensé à ce moment-là que mieux valait mourir que de continuer à embarrasser mon mari. Mais les enfants, elle ne peut pas les lui laisser. Il serait capable de les abandonner, de ne pas les nourrir. Non, seul, il sera mieux. Et nous aussi, se dit-elle. Lombardi rentre, ivre-mort. Il l'insulte. « Nom de garce! Espèce de traînée !» Elle est prise de convulsion. « Ah, cette fois, je vois ce que tu cherches. Tu as envie que je te débarrasse. Autant ce soir qu'une autre fois. Tu coucheras seul, tu vivras seul. Et demain matin, tu seras débarrassé au complet. Vous avez profité de ma peau, mais vous n'en profiterez plus.
Le mari. Tu peux faire ce que tu veux, ça m'est égal. Il y a dans la cuisine des lilas que les enfants ont cueillis le jour même au cours d'une promenade. Madame Lombardi prend les fleurs, elle monte dans leur chambre. Elle dépose un bouquet sur chacun des petits lits. Et puis, elle accomplit la promesse qu'elle vient de faire. Elle court prendre un rasoir et elle égorge successivement chacun de ses 4 enfants en leur demandant pardon. 3 mourront. Un seul, le cadet, survivra à ses blessures. Madame Lombardi lâche le rasoir. Elle tient à la main une bouteille de collyre qu'elle a trouvée dans l'armoire à pharmacie. Sur l'étiquette, il y a marqué « Poison » en grosses lettres. C'est la fin qu'elle s'est choisie. Elle l'avale d'un trait et elle tombe dans le coma. 1 heure plus tard, le mari pénètre dans la chambre. Il est suffisamment lucide pour s'apercevoir de la situation et courir prévenir la police et les médecins. On parviendra à ranimer Madame Lombardi, mais c'est en pleine crise de délire qu'elle sera transportée à l'hôpital Saint-Antoine. Dans cet hôpital, elle restera 1 année en attendant son procès. Elle retrouve assez vite sa lucidité. On lui apprend qu'un seul de ses enfants a survécu à ses blessures. Elle regrette qu'il ne soit pas mort, comme elle regrette d'être elle-même toujours vivante. Que peut-elle espérer maintenant pour elle et son enfant? Elle est jugée en juin 1886. Pendant le procès, elle garde une attitude calme et indifférente. Jamais elle ne trahit la moindre émotion. La plupart des témoins confirment les misères qu'elle a subies. L'apparition de son mari à la barre, défaillant et bêté, abruti par l'alcoolisme, produit une impression pénible sur le public. Comme je vous l'ai dit au début de ce dossier, les médecins et les psychiatres ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur le cas de Madame Lombardi. Les uns, et ce sont les plus nombreux, estiment qu'elle a commis son crime sous l'influence d'un état mental pathologique qui lui a enlevé son libre arbitre. En d'autres mots, elle était folle, donc irresponsable. D'autres experts, une minorité cependant, prétendent qu'elle jouit de l'intégralité de ses facultés intellectuelles, donc qu'elle est responsable. Le tribunal penchera pour la première hypothèse, le jury admettra l'irresponsabilité de l'accusé, celle-ci sera acquittée, mais immédiatement internée dès la fin du procès dans un hôpital psychiatrique. Oui, c'est finalement à l'asile que les persécutions de son mari et de sa famille devaient conduire Madame Lombardi. Rappelez-vous, il l'avait menacée de la faire interner comme folle quelques années auparavant. Leur prédiction se trouvait réalisée. Pour conclure, je voudrais vous lire quelques lignes de la dernière lettre qu'ait écrite Madame Lombardi quelques instants avant de tuer ses enfants et de tenter de se suicider. Cette lettre était adressée à une amie, sa seule amie. La voici. Genève, 1er mai, 8h30 du soir. Madame, je regrette de vous avoir causé tant d'ennuis, mais vous en auriez davantage si cela n'avait pas une fin. La journée a été si affreuse. Je ne puis attendre. Je ne suis point folle, mais rassasiée. Je me vois dans l'impossibilité d'aller plus loin, et j'ai trop peur que mes enfants lui ressemblent. Émilie de Luermoz, femme du bourreau Joseph Lombardi. Post-scriptum. S'il vous plaît, mettez sur ma tombe femme martyre. Vous venez d'écouter les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Direction artistique, Xavier Joly. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus.
Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Chers amis, comme cette histoire vous réserve une surprise, Jacques-Antoine vous demande de l'écouter jusqu'au bout. La première scène se passe pendant l'été indien, à Québec, en 1949, dans cet hôtel étonnant qui surplombe la ville, de ses murs rouges et de ses toits de bronze. Dans l'immense hall sombre, devant le stand de la Canadian Pacific Airways, un homme grand, mince, d'allure timide, aux cheveux bruns ondulés et au visage juvénile, essaie de convaincre sa femme de ne pas décaler son voyage. Lucille, l'hôtesse de la compagnie, vêtue d'un élégant tailleur chocolat au lait orné d'une jonquille pour aller avec son petit chapeau, attend patiemment. Enfin, la femme cède et l'on achète le billet. Quelques instants plus tard, l'homme et la femme se séparent, la femme pour rentrer chez elle, Monsieur Gay pour rejoindre une ravissante créature bien connue pour son sex-appeal qui travaille au café Le Monte Carlo. Elle s'appelle Marie-Ange Robitaille et c'est sa maîtresse. Un mot sur l'homme. Oh, et puis non. Si je vous en dis tout de suite plus sur son compte, vous allez penser qu'il est le coupable dans ce dossier extraordinaire. Ben, vous ne trouvez pas que ce serait un peu cousu de fil blanc, un peu trop évident? Le coupable, comme ça, dès le début de l'histoire? 2 jours plus tard, un homme vêtu d'un costume bleu marine, chemise verte, cravate noire, tenant sa petite fille par la main, accompagne sa femme à l'aéroport. L'homme et la femme s'embrassent, sans passion, puis la femme embrasse sa petite fille et, sans bagage, ne portant que son sac à main, se dirige vers la salle d'embarquement. Alors l'homme, tenant toujours sa petite fille par la main, fait quelques pas vers une machine distributrice d'assurance. Et il souscrit une police de 10 000 $ sur la vie de sa femme et à son bénéfice. On peut voir son nom sur le papier que lui délivre la machine. Albert Gay. Ah ah ah! Je vous vois venir, chers amis, vous pensez? L'avion va exploser, boum! Et c'est ce monsieur Gay, le coupable. Non mais vous ne trouvez pas que ce serait un peu trop cousu de fil blanc? Un peu trop facile, un peu trop évident? Est-ce que cela mériterait de figurer dans les dossiers extraordinaires? Pendant que M. Albert Gay souscrit une assurance de 10 000 $ à son profit sur la vie de sa femme qui va décoller de l'aéroport de Québec, un taxi qui fonçait sur l'autoroute saute sur un K6. Dans ce taxi, une femme d'environ 40 ans habillée de noir. À ses pieds, une grande boîte de carton de 75 cm de haut sur 40 de large. « Mais faites attention, dit-elle au chauffeur. » Le chauffeur ralentit sa course, se souvenant que la cliente lui a dit que son carton contenait des œufs. Arrivée à l'aéroport, la dame embarrassée par son colis demande au chauffeur de taxi de l'aider. C'est ainsi que M. Willy Lamonde, employé de la Canadian Pacific Airways, voit arriver la femme en noir, très excitée, portant son colis qu'elle pose sur la bascule. L'employé constate que le colis fait 13 kilos. « C'est trop, dit-il. » La femme insiste. Comme l'avion va décoller, l'employé appelle un convoyeur pour faire porter le colis vers l'appareil. La femme lui dit: « Vous trouverez le nom du destinataire et de l'expéditeur sur la boîte, tout est écrit. » L'employé jette un coup d'œil et dit: « Expéditeur, M. Ursule Bouchon, destinataire, M. Alfred Plouffe. » Bien sûr, chers amis, vous pensez que ces noms sont bizarres. Ah, mais ça existe, les noms bizarres. Ah oui, Ursule Bouchon, Alfred Plouffe. Et s'il fallait trouver louche tous les colis qui portent des noms bizarres? Le prix de l'expédition s'élève à 2,75 $. Comme la femme, toujours aussi excitée, lui a remis un billet de 10 $ et qu'ils n'ont pas de monnaie, ni les uns ni les autres, il faut rappeler le chauffeur de taxi qui obligeamment change le billet. Ah, je sais ce que vous pensez, chers amis. Vous pensez? Le colis, c'est une bombe. Oh, allons, voyons. Vous ne trouvez pas que ce serait un peu trop cousu de fil blanc, un peu trop facile, un peu trop évident? D'ailleurs, si ce colis contenait une bombe,
On aurait pris soin, je présume, de donner à l'expéditeur et au destinataire des noms passant plus inaperçus, pas Ursule Bouchon et Alfred Plouf. Pourtant, la suite semblerait vous donner raison. En effet, 16 minutes après le décollage, l'avion, un DC-3, après avoir traversé le Saint-Laurent, explose et s'écrase, au lieu dit poétiquement, le Saut du Cochon. Monsieur Victor Duclos, fermier à Saut du Cochon, est la première personne qui parvient sur les lieux de la catastrophe. Il remarque que certains débris sont tombés très loin du débris principal de l'épave, presque 1 kilomètre. Dans l'épave, ou ce qu'il en reste, il aperçoit des membres épars, des visages sanglants. Il ramasse une chaussure fendue en plein milieu. Les vêtements sont brûlés, déchiquetés, au point qu'on les dirait mangés par de la vermine. Au-dessus de tout cela flotte une odeur que M. Duclos reconnaît bien, car il l'a déjà utilisée. Celle de la dynamite. C'est aussi ce que reniflent aussitôt les premiers policiers, les sauveteurs et tous les experts qui vont venir sur les lieux. On dénombre bientôt 23 cadavres, aucun rescapé. Sans aucune difficulté, les enquêteurs établissent que la catastrophe a été provoquée par une explosion dans la soute à bagages. Pendant ce temps, à l'aéroport, il s'appelle Lorette, les enquêteurs se plongent dans l'étude de la liste des passagers tandis que la compagnie reçoit les parents et amis de ces derniers qui accourent affolés à l'annonce du drame. Ils sont bientôt une centaine qui assaillent les responsables. Ceux-ci, embarrassés, minute après minute, bribe par bribe, pour atténuer le choc, donnent quelques informations. Il y a des victimes, disent-ils. On ne sait pas encore combien. Il y a des morts. On n'a pas encore dénombré les cadavres. On a compté 22 victimes. Mais on ne sait pas combien de vivants. On ne sait pas s'il y a des rescapés. Il n'y a pas de rescapés. Mais avant de s'affoler, il faut connaître la liste des victimes. Certains passagers ont pu renoncer à partir au dernier moment, etc., etc. Mais Albert Gay et sa fille, mêlés à la foule silencieuse, savent qu'il n'y a plus d'espoir, puisqu'ils ont vu Madame Gay marcher vers l'avion. Alors la petite fille se met à crier dans les bras de son père, qui sanglote. Leur douleur fait peine à voir. Il faut l'arrivée d'un prêtre pour qu'il se calme un peu. Tous les policiers disponibles à Québec sont maintenant sur l'affaire, et l'on a vite fait d'établir que tous les bagages ont été amenés soit par les victimes elles-mêmes, soit par un affréteur très respectable, dont les envois sont réguliers et fréquents sur la ligne. Tous les bagages, sauf un. La fameuse boîte en carton. En écoutant les nouvelles de la radio, le chauffeur de taxi qui l'a transportée commence à douter qu'elle ait réellement contenu des œufs. Il se rend à la police et donne une description exacte de la dame en noir et l'adresse où il l'a chargée. À l'adresse indiquée, carrefour extrêmement passant, personne ne connaît cette dame. Mais les policiers entreprennent d'interroger tous les gens du quartier. De même, ils interrogent les parents et amis très proches des victimes. En tout premier lieu, Albert Gay. Cela pour deux raisons évidentes. D'abord parce que sa femme, morte d'hémorragie cérébrale à la suite de multiples fractures, est la seule femme parmi les victimes dont le visage n'est pas méconnaissable. Elle a donc été identifiée la première. Ensuite, les policiers ont trouvé le double de la police d'assurance qu'Albert Gay a souscrit à l'aéroport. Mais dans l'esprit des policiers, ce dernier détail plaiderait plutôt en sa faveur. Car c'est quand même cousu de fil blanc, non? C'est un peu trop facile pour la police, non? Un peu trop évident. Toutefois, comme cette forme de crime à l'assurance serait la première du genre, car l'affaire se passe en 1949, Albert Gay, s'il est coupable, croyait peut-être, en la souscrivant, que personne ne devinerait jamais la vérité. D'ailleurs, si l'avion s'était abattu dans l'estuaire du Saint-Laurent, personne, en effet, n'aurait jamais connu la vérité. Et en tout cas, on n'aurait jamais pu le prouver. Donc les policiers vont interroger Albert Gay. Ils trouvent un homme effondré qui répond comme il peut aux questions qu'on lui pose. Quand ils lui apprennent que sa femme
et les 22 autres passagers ont été victimes d'un attentat, il pâlit et dit « C'est monstrueux ». Il demande ce qu'il peut faire pour aider la police. Hélas, il ne peut rien qu'exhorter les policiers en les raccompagnant à la porte à creuser jusqu'au fond de cette affaire. Bien entendu, on cherche à Québec M. Ursule Bouchon, qui serait l'expéditeur du colis, et à Bécomo M. Alfred Plouffe, le destinataire. Et on cherche, sérieusement, car justement, parce que ces noms sont bizarres, les policiers ont peine à croire qu'on les ait inventés pour les mettre sur un carton contenant une bombe, ce qui serait le plus sûr moyen de se faire remarquer. Pourtant, il faut se rendre à l'évidence, M. Ursule Bouchon et M. Alfred Plouffe n'existent pas. Les enquêteurs interrogent tous les employés de la Canadian Pacific Airways qui ont vendu les billets pour le vol fatidique. C'est ainsi qu'ils ont l'occasion d'entendre les témoignages de Lucille, l'hôtesse au petit tailleur chocolat au lait, qui a vendu un billet dans le hall de l'hôtel 2 jours plus tôt. Ah, elle se souvient très bien. Il y avait un homme et une femme. La femme voulait décaler son voyage et son mari l'a décidé à ne rien changer à ses projets. Reconnaîtrait-elle cette femme? Peut-être. On lui montre une photo? Oui, c'est elle. Elle, c'est Madame Gay. Et cet homme, c'est lui. Lui, c'est Monsieur Gay. Et mettez-vous à la place des policiers, chers amis. Il se regarde incrédule. S'il avait eu l'intention de piéger l'avion, il n'aurait pas discuté avec sa femme devant la vendeuse du billet pour la pousser devant témoin à prendre un avion qui va exploser. Tout de même, ils enquêtent sur la vie de M. Gay. Oh, non, c'est pas vrai. Figurez-vous que son premier métier avant d'être joaillier, c'était ouvrier dans une fabrique de munitions. Et sa vie privée? Voyons un peu sa vie privée. Et nouvelle incrédulité des policiers. De notoriété publique, le ménage Gay n'allait plus du tout. Il se disputait sans arrêt et M. Gay n'avait caché à personne son désir de quitter sa femme pour vivre avec la splendide créature qui travaille au Monte-Carlo, Marie-Ange Robitaille. Marie-Ange déclare aux policiers qu'il y a longtemps qu'elle n'aime plus Albert Gay. D'ailleurs, elle ne le voit plus. Depuis la dernière fois, elle ne lui a même pas téléphoné. Et c'était quand la dernière fois? Hier. Au demeurant, Albert Gay n'est pas fou ni idiot. Il a au contraire la réputation d'un homme très avisé, dont les affaires marchent très bien. Comment admettre dans ces conditions qu'il ait pu se livrer à une entreprise aussi grossière? D'ailleurs, à l'enterrement, sa peine paraît sincère et il émeut même les policiers qui, je n'ai pas besoin de vous le dire, scrutent discrètement tous les visages des parents et amis des victimes. Il a apporté une énorme couronne de fleurs qu'il place sur le cercueil de sa femme en disant « Si c'est Dieu qui l'a voulu, je l'accepte. » Encore une fois, chers amis, mettez-vous à la place des policiers. Tout cela serait tellement cousu de fil blanc, tellement facile, tellement évident, qu'ils cherchent désespérément un autre coupable. C'est ainsi qu'ils finissent par retrouver enfin la fameuse dame en noir. Hélas, lorsque les policiers arrivent chez elle, c'est pour voir une ambulance l'emmener à l'hôpital. Elle vient de tenter de s'empoisonner avec des somnifères. Il va donc falloir attendre 24 heures au moins avant de pouvoir l'interroger. De toute façon, on sait déjà qu'elle s'appelle Madame Pitre, que c'est une ancienne restauratrice, âgée de 42 ans, entremetteuse, criblée de dettes. Elle devait d'ailleurs de l'argent à Albert Gay. On s'en aperçoit en fouillant ses papiers. Mais elle doit de l'argent à la moitié de Québec. Tiens, elle connaît Marie-Ange Robitaille. Ah oui, mais maintenant qu'on l'a identifiée, on s'aperçoit qu'elle connaît tout Québec. Oh, disent les gens, c'est la mère Pitre. Oui, je la connais. C'est la femme qui, c'est la femme que. Et Madame Pitre a un frère. Et ce frère s'appelle Généreux. Décidément, c'est non. Un policier trouve alors une explication qui vaut ce qu'elle vaut au choix des 2 noms sur le collier en carton. Pour des gens ayant des noms aussi bizarres, Madame Pitre, Monsieur Généreux, peut-être que finalement, les noms qui nous paraissent à nous bizarres leur semblent à eux normaux. D'ailleurs, ce Monsieur Généreux va valoir un nouvel étonnement des policiers. D'abord, il est horloger. Ensuite, il est infirme et se traîne péniblement dans le fond d'une échoppe sombre sur des béquilles. On ne peut pas avoir l'air plus louche que cet homme-là. Lorsque les policiers entrent chez lui, ils le trouvent en grande conversation avec un client, Monsieur Ovide. Je vous affirme, chers amis, que nous n'inventons pas les noms, mais
Il faut comprendre que cela se passe au Canada français où les noms sont restés de vieux noms français, finalement assez différents des nôtres. Or, M. Ovide déclare avoir rencontré M. Gay dans la boutique où il se trouve une quinzaine de jours auparavant. M. Généreux lui aurait dit, en lui présentant un client, « Tenez, voici un homme à qui vous pouvez rendre service. » Et il a présenté les deux hommes l'un à l'autre, sans omettre de signaler leur profession. M. Gay, joaillier, M. Ovide, expert chimiste de la police. « Que puis-je faire pour vous ?» a demandé M. Ovide à M. Gay. « Je voudrais savoir, » a demandé M. Gay à M. Ovide le plus naturellement du monde, si une batterie de 6 volts est suffisante pour faire sauter une charge de dynamite et s'il faut un détonateur pour chaque bâton d'explosif. Ah, évidemment, chers amis, quand on a l'intention de faire sauter un avion, c'est un peu bizarre d'aller demander comme ça des renseignements au premier venu. Mais ça devient totalement insensé quand le premier venu est expert chimiste de la police canadienne. Or, c'est comme tel que M. Ovide a été présenté à M. Gay. Les policiers demandent quelle a été la suite de la conversation. M. Gay m'a dit qu'il voulait dynamiter un lac pour prendre du poisson et pour faire sauter aussi des souches près d'une ferme. Je lui répondis que c'était un moyen dangereux et qu'il était beaucoup plus simple de jeter de la chaux au fond du lac, mais il préférait parler dynamite, ajoutant en riant « ça peut toujours servir ». Une fois encore, le regard des policiers se croise. Ça a l'air d'une blague. On se moquerait d'eux, qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Enfin, ce n'est plus cousu de fil blanc, c'est cousu de corde à puits, rouge. Alors, ils cherchent toujours un autre coupable possible. Mais rien à faire. Toujours, les ramènent sur Albert Gay. Par exemple, ce dénommé Louis Carreau, qui vient déclarer tout simplement au tribunal qu'Albert Gay lui aurait offert un jour 30 livres pour empoisonner sa femme et 18 livres pour se taire. Vous avez refusé? Oui. D'ailleurs, Albert Gay n'avait pas d'argent sur lui. Lors d'un conseil de guerre de la police, deux tendances se font jour chez les policiers. Pour les uns, on ne peut pas ignorer les multiples présomptions qui accablent Albert Gay. Pour les autres, ces présomptions sont si nombreuses et les fautes si grossières de la part d'un homme intelligent qu'elles rendent justement sa culpabilité invraisemblable. Alors, on décide d'attendre le réveil de Madame Pitre. Nous sommes l'après-midi du 4e jour. Deux policiers entrent sur la pointe des pieds dans la chambre de Madame Pitre, qui vient de reprendre connaissance. Surtout, ne la fatiguez pas, demande le médecin. Madame Pitre tourne vers les visiteurs des yeux las et effrayés. Madame, excusez-nous de venir si vite à votre chevet, mais nous avons plusieurs questions à vous poser. La première, est-ce que le carton que vous avez porté à l'aéroport contenait des œufs? Non. Que contenait-il? Je ne sais pas. Alors pourquoi avez-vous dit que c'était des œufs? Parce que la personne qui m'avait demandé de porter ce paquet m'avait dit qu'il était très fragile. Et quelle était cette personne? Albert Gay. Une fois encore, les regards des policiers se croisent. Et pourquoi avez-vous accepté de porter ce paquet? Parce que je lui devais de l'argent. Et pourquoi avez-vous tenté de vous suicider? Avant-hier soir, Albert Gay est venu chez moi quand il a su qu'on allait m'identifier. Et il m'a dit, prenez des somnifères et ouvrez le gaz. Et vous avez pris les somnifères sans ouvrir le gaz. Le docteur intervint pour dire aux policiers que, raisonnablement, la visite était terminée et que s'ils voulaient en savoir plus, il faudrait qu'ils reviennent le lendemain. Les policiers s'en vont sans protester, car ils n'ont guère besoin d'en savoir plus. Le lendemain, 5 jours après le début de l'enquête, Albert Gay est inculpé d'homicide volontaire avec préméditation sur les 23 passagers de la Canadian Pacific Airways. On aurait pu l'inculper d'homicide volontaire avec préméditation, négligence et stupidité, car l'instruction comme l'enquête ne posera aucun problème, étant donné qu'il sera facilement établi que, 3 semaines plus tôt, toujours sans savoir pourquoi, Madame Pitre avait acheté 4 kilos de dynamite pour Albert Gay, étant donné que c'est Madame Pitre qui avait présenté Albert Gay à Marie-Ange Robitaille et qui leur prêtait son appartement lorsqu'ils désiraient se rencontrer, étant donné que c'est son frère, généreux, l'horloger infirme, qui a fabriqué, avec un vieux réveil, le détonateur de la bombe, soi-disant sans savoir pourquoi, étant donné que
la veille de l'attentat, Alberguet est venu chez l'horloger infirme pour constater qu'il fonctionnait bien, et l'horaire de la Canadian Pacific Airways à la main, il a réglé ce mécanisme pour qu'il explose un quart d'heure après le décollage. Pendant l'instruction, la foule venait crier sous les murs de la prison « Mais tuez-le, tuez-le !» Puis de là, se rendait au café Le Monte-Carlo pour admirer Marie-Ange Robitaille qui, moyennant finance, publiait des articles dans la presse accompagnés de sa photo en maillot de bain. Alberguet, lui, jouait aux cartes avec ses gardiens. Décontracté, souriant chaque fois qu'il les battait, s'exclamant « J'ai encore gagné, j'ai de la chance !» La chance, pourtant, finit par l'abandonner. Il avait trop tiré sur la corde. La corde s'est vengée. Elle l'a pendu. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Direction artistique, Xavier Joly. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. I won my last match.